Avant de vous lire un petit texte, j'aimerais quand même un peu le mettre en contexte puisque c'est un texte d'une facture particulière. Puis je pense que la forme va peut-être pouvoir alimenter une partie de la discussion. Euh, Quand Rachel m'a demandé de lire un texte devant vous, au début, j'avais envie d'écrire quelque chose de nouveau et puis finalement, je suis retourné fouiller dans la forêt de mes archives lointaines, dans des vieux disques durs pour trouver finalement un zine que j'avais écrit dans une drôle de circonstance à l'époque où je commençais à planter des arbres. Nous étions avec mon équipe stationnés dans la ville de High Level au moment où la forêt s'est mise à partir littéralement en fumée. D'immenses incendies de forêt se sont déclarés sur le territoire. Nous avons été évacués et nous avons fini dans un motel de la charmante ville de High Level. Devant l'hyperactivité qui menaçait de nous engloutir, je me suis mis à penser à un recueil de poésie qui serait possible de monter sur place. D'autant que, à partir d'un certain moment, on a été transféré du motel jusqu'à la cour du moulin, là où les arbres que d'autres avant nous avaient plantés, qui avaient été récoltés, étaient maintenant transformés. Ce qui faisait en sorte qu'on avait comme le cercle en entier de la production sylvicole qui se déroulait sous nos yeux. Et puis, j'ai monté ce zine-là littéralement avec un ciseau, des papiers imprimés. C'était de facture très artisanale. Et quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit que peut-être que ça permettrait, en tout cas, que ça disons, permettrait d'ouvrir la discussion. Évidemment, il faut comprendre que ce n'est pas un zine qui a une qualité poétique, une qualité poétique immense, mais il faut comprendre que ça a été fait avec les moyens du bord. Alors, ça s'intitule Creusement. Il y a l'inventaire inépuisable de ce qui nous a défaits, dissous, et celui de ce qui ne passera pas dans les égouts, les nappes, de ce qui frayera son chemin, prendra forme. Chaque matin, nous remplissons nos sacs, nous enjambons toute la longueur de nos cernes, creusons des masques sur nos visages. Chaque matin, nous enfouissons quelque chose plus profondément. Nous continuons de creuser. Murs de pluie, de fumée d'arbres, murs de roches, s'il pleut, s'il grêle, et même si tout se met à brûler, à partir en chimère, nous n'arrêtons pas de creuser. Parfois, il nous arrive même de ne plus savoir si nous nous reconnaîtrons au retour. Pourtant, il suffirait que nous éclations de rire pour faire tomber toute cette poussière. On nous rend coup pour coup, entaille pour entaille, chaque embranchement nous jette par terre. Rien ne saurait répondre au chuchotement que laisse l'hélicoptère sur notre fatigue. Mais nous continuons de creuser. Troncs, vertèbres, piles d'os en fleurs, piles d'os crachés par la machine, nous n'oublions pas que nous parcourons ces ravages de long en large. Nous traçons ligne après ligne et nous laissons lentement chaque fissure tout régénérer. Tout repousse autour de nous, mais nous continuons de creuser. Même si tout se durcit, si nous cuisons comme l'argile, si notre peau n'est plus que le reflet aride de cette terre salie et battue, même si nous allons en terre avec les mêmes éclats dans la voix, et même si le soleil ne perce plus nos rides, si chacun de nos plis porte sa pierre golem, couvert de boue de ronces, notre couronne nous la portons sur nos dents, sur nos pieds, et nous continuons de creuser. Même si nous voyons le monde à travers nos entailles, nous enfouissons ce qui nous perce à mesure que nous creusons. Nous enfouissons ce qui poussera sur nos décombres. Nous ne cessons pas d'enfouir tout ce poids. Nous ne le verrons pas revenir. Et même si nous cherchons toujours cet espace entre racines et pierres où noucher ce qui nous déforme, si nous ne changeons rien, si nous n'avançons pas, ne tenons pas à grand-chose, et même si rien n'y fait ni fera, en cette pourriture lumineuse, nous grigeons chaque espace. Nous n'oublions pas ce que la mousse fait à la pierre. Nous n'oublions pas d'écouter son murmure humide, son murmure d'accrochage. In this rotten light, we eat every space. We do not forget what mossed us to stone. We do not forget to listen to their humid murmurs, their murmurs holding us together.
Voilà. C'était le petit zine achevé d'imprimer sur les presses du Daisy Inn à High Level, alors que le nord de l'Alberta brûlait et que nous étions des tree planters en congé. Merci beaucoup, Jean-Pascal, pour cette mise en contexte très poétique. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on commence en fait par réfléchir à cette première question qui est un peu le titre même de la table ronde. Donc, est-ce qu'on peut dire d'un espace dédié à la culture d'une espèce d'arbre en particulier, donc un champ d'arbres, que c'est une forêt? Donc, c'est la première question que j'ai proposée, que j'ai soumise à nos trois participants. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait donner la parole à Maud pour commencer. Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour la lecture d'introduction. Ça met je trouve que ça fait une très belle entrée pour aborder le sujet. Surtout que moi, je vais arriver avec mes notions un peu plus de sciences humaines et sociales et ce qui se croise avec celle de la foresterie. Moi, juste pour préciser, je suis effectivement dans un département des sciences du bois et de la forêt, donc je côtoie au quotidien des gens beaucoup plus spécialisés que moi en sylviculture. Donc, je suis toujours un peu l'avocate du diable sur les termes. Et donc, je serai un peu mauvaise élève aujourd'hui parce que sur le coup, j'ai lu les questions puis je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces questions-là? Un champ de forêt, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais peut-être au fil de la présentation, pas seulement de la présentation, mais de la table ronde, donc élaborer un petit peu. Les étudiants qui travaillent avec moi me trouvent souvent très agaçante parce que je leur dis toujours d'aller vérifier les définitions. Hein? Donc, OK, tu parles de la forêt, tu parles de l'arbre. Sur quelle définition est-ce que tu t'appuies? Est-ce que ce sont des définitions localisées à l'échelle nationale, à l'échelle locale? Donc, souvent, on en revient à la fameuse définition de la Forestry and Agricultural Organization, la FAO. Donc, définition tout à fait discutable, il faut le dire tout de suite. Mais donc, je vais vous la lire, là, mais elle est un peu longue, mais avant de la lire, pour que vous compreniez où je m'en vais, en foresterie, bien souvent, la notion de champ, en fait, s'oppose à celle de forêt. Notamment en raison de la question de l'ouverture visuelle. Donc là, on se rattache vraiment à des définitions très basiques là, du champ. Là, si on prend, donc c'est ça, hein, qui vont être, ça va être souvent une étendue plate de terre arable, caractérisée par l'absence de clôture, une forme généralement géométrique, délimitée par la culture unique qui l'occupe. Donc, c'est sûr, si on se réfère à la notion de culture unique, donc si on pense au reboisement, effectivement, ça correspond très bien. En foresterie, dans beaucoup de cas, là où ça pose une difficulté, c'est l'ouverture de l'espace. Hein? Et donc, pourquoi trouve-t-on esthétiquement beau un champ alors qu'on trouve esthétiquement laid, dans beaucoup de cas, une coupe forestière, par exemple? Donc, ça vient quand même poser ces questions un petit peu. Donc, moi, c'est sûr qu'assez rapidement, je l'ai vu comme ça. Au fil de la table ronde, je pourrais amener toutes sortes de nuances. Mais peut-être juste pour offrir donc cette définition très normalisée de la FAO, mais qui a l'avantage de fournir une définition qui se veut traductible, donc en de multiples langues, donc de rejoindre vraiment l'échelle internationale. Une définition par ailleurs, les définitions en fait fournies par la FAO, puisqu'il y en a plusieurs, on quand même reconnaissent ensuite les définitions qui peuvent être plus localisées ou contextualisées. Donc, je me lance dans la lecture de cette définition. Donc, terre avec un couvert arboré ou une densité de peuplement supérieure à 10 % et d'une superficie supérieure à 0,5 hectares. Les arbres doivent être capables d'atteindre une hauteur minimum de 5 mètres à maturité in situ. Cela comprend soit les formations forestières fermées où les arbres de différents étages et sous-étages couvrent une grande partie du terrain,
ou les formations forestières ouvertes avec un couvert végétal continu dans lesquelles le couvert arboré excède 10 %. Les jeunes peuplements naturels, et c'est là que c'est intéressant puisqu'on parle de reboisement notamment, et toutes les plantations établies dans un objectif forestier qui ont déjà atteint une densité de couverture de 10 % ou une hauteur de 5 mètres sont inclus dans les catégories des forêts. Il en est de même des surfaces faisant normalement partie des superficies forestières qui ont été temporairement déboisées à la suite d'interventions humaines ou de causes naturelles, mais qui doivent retourner à la forêt. Sont inclus les pépinières forestières et les vergers à graines qui forment une partie intégrante des forêts, les routes forestières, les chemins, les coupe-feux et autres petites superficies ouvertes au sein de la forêt, les forêts des parcs nationaux, des réserves naturelles et autres zones protégées, comme celles ayant plus particulièrement un intérêt scientifique, historique, culturel ou spirituel, les brise-vents et les rideaux-abris arborés avec une superficie supérieure de 0,5 hectares et une largeur supérieure à 20 mètres. Toutes les plantations établies dans un objectif forestier en incluant les plantations d'hévéas et les peuplements de chênes lièges. Sont exclus les terres utilisées de manière prédominante pour les pratiques agricoles. Donc, je vous remercie pour votre patience et l'écoute de cette longue définition, mais qui sera un peu mon point de départ. Je vous laisserai juger, disons, si ce qu'elle peut contenir de poésie ou non. Mais donc, je pourrais répondre non, il ne s'agit pas d'un champ d'arbres, mais bien d'une forêt. Mais ensuite, quel type de forêt ou quel type de champ, si nous admettons aussi d'élargir les définitions, eh bien, je pense qu'on pourra poursuivre par la suite. Merci Maude pour ces définitions, ces rappels sur lesquels on va revenir forcément. J'ai le goût de laisser maintenant Jean-Pascal réagir, puisque le champ d'arbres, c'est quand même ton point de vue. Alors, vas-y. Voilà, la première chose que je tiens à mentionner, c'est que moi, j'ai pas de position tranchée. Là où j'arrivais, et je pense que la définition de la FAO à cet égard est très exemplaire parce que la définition de la FAO, elle me semble tirer dans plusieurs directions et se contredire à plusieurs moments elle-même. C'est-à-dire que qu'est-ce qui différencie le champ de la forêt? On nous dit que c'est l'ouverture, mais finalement, les coupes sont contenues dans la forêt. On nous dit aussi que ça exclut les terres agricoles, mais agricole, qu'est-ce que ça signifie exactement agricole? Parce qu'on cultive quelque chose quand on cultive des arbres. Les arbres appartiennent aux végétaux, tout comme d'autres plantes qui sont moins grandes. Est-ce que c'est notre perspective qui fait la différence? Est-ce que c'est tout simplement la façon dont on le voit? Je ne crois pas, par contre, que les champs d'arbres soient des champs de la même manière que les champs de fraises, par exemple, le sont. Mais je pense que peut-être la définition, elle est la différence et la distinction, elle est ailleurs. Elle est peut-être dans dans le temps qu'on accorde et dans le travail. Je pense à Deleuze et Guattari, là, sans vouloir entrer là-dedans, mais à quel point on a travaillé, à quel point on a strié, disons, le territoire, puis à quel point on l'entretient, à quel point on enlève ce qu'on ne veut pas. Puis peut-être que là, il y a peut-être une différence plus importante à aller voir, parce que en tout cas, quand nous, on reboise, la manière dont ça fonctionne, puis je ne suis pas un spécialiste des étapes qui suivent le reboisement, parce que moi, je n'ai jamais, par exemple, j'ai jamais fait de coupe ou autre, mais nous, on passe après les coupes. Et ce qui m'avait fasciné, c'est à quel point on plante presque jamais plusieurs espèces. C'est presque toujours 2 espèces maximum. Une fois dans 10 ans de planting, j'ai planté 3 espèces dans le même terrain. Ça ne fait pas une grosse densité d'arbres au mètre carré. En tout cas, ce n'est pas ça qu'on veut aller chercher. Ce qu'on veut, c'est vraiment produire la ressource future qu'on va récolter dans 40-50 ans. Donc, c'est comme un champ sur le temps long. Mais en même temps, c'est un champ qui va échapper en grande partie au travail humain parce qu'on va le laisser aller à partir du moment où on l'a planté. Puis là, quelques années plus tard, il y a des gens qui vont revenir avec des petits scies qui vont tailler certaines plantes qu'on juge indésirables, qui vont éclaircir la forêt pour sélectionner les arbres qu'on voudra récolter. Et ce travail-là peut se produire plusieurs fois jusqu'à ce qu'on récolte. Évidemment, là, je ne vais pas non plus qu'on pense que c'est la même chose partout.
il y a des différences majeures qu'on remarque sur le terrain entre la Colombie-Britannique, l'Alberta et, disons, le Québec. Mais grosso modo, il y a quand même cette idée-là qu'on veut, il y a quand même un travail qui ressemble énormément au désherbage. Je pense qu'il y a des analogies, en tout cas très fortes, et que la distance entre le champ et le jardin n'est pas aussi nette qu'on le croit. Ça serait mon hypothèse de départ. Merci Jean-Pascal. Est-ce que Jonathan, tu voudrais donner ton point de vue? Oui, bien peut-être. Encore merci pour l'organisation également. Moi aussi, j'ai une genre de déformation professionnelle là, en philo, puis comme toi en sémiotique, c'est-à-dire je ne réponds pas aux questions, mais j'essaie de les comprendre. Donc, au lieu, avant de répondre, est-ce que c'est un espace dédié à une culture d'une espèce d'arbre en particulier, un champ d'arbre est-il une forêt? Là, avant de répondre si oui, comment, sinon pourquoi, je pense que comme Maud a souligné, dans le fond, c'est vraiment un enjeu de définition. C'est quoi finalement cette forêt-là? Donc oui, il y a des définitions qui sont, on peut trouver sur Antidote, on peut trouver des définitions dans le Robert, dans le Larousse, on peut trouver des définitions super spécialisées là, qui sont celles des fédérations. Mais en même temps, on peut aussi se dire à qui appartient finalement, qui a le dernier mot là-dessus. Est-ce que c'est le spécialiste ou est-ce que c'est l'usage? On a actuellement tout un débat sur le YEL, donc là, c'est un peu le même. C'est un peu le même débat, finalement. Qui a le dernier mot sur cette définition-là? Il y a d'autres mots aussi qui sont problématiques. En fait, dans la question, c'est dédié à la culture. La culture aussi, c'est pas très, c'est pas très clair. Cultiver par qui? Cultiver pourquoi? C'est sûr que quand on pense, là, je veux dire, les exemples qu'on a donnés, c'est de la culture humaine, mais il y a d'autres sortes de cultures aussi. On pourrait évoquer évidemment, je sais pas, le jardinage du castor, on pourrait évoquer l'autoculture d'une espèce par elle-même. Je veux dire, l'être humain n'est pas le seul configurateur de monde, là, pour reprendre et détourner une formule heideggerienne. Mais bon, si on pense d'une culture humaine, là, est-ce qu'une forêt cultivée par l'homme est encore une forêt? Là encore, on peut dire oui ou non, mais ça dépend à qui on demande. Je veux dire, si on demande à des forestiers, ils vont dire oui parce que, je veux dire, on récolte, on fait du reboisement, on s'assure que les plantes continuent de pousser, on protège tant qu'on peut les lacs, les bandes riveraines, par exemple. Et la forêt, ce n'est pas juste des plantes, mais c'est aussi les cours d'eau, tout ça. Ou on peut dire, non, pour les mêmes raisons, finalement. On peut dire non parce qu'on a coupé, non parce que les bandes riveraines, on sait que ça ne suffit pas. Là, 20 mètres, là, je pense que c'est 20-25 mètres de bandes riveraines là, au Québec. Ça ne fait pas grand-chose. Les arbres exposés sont fragilisés, pleines de populations animales ou végétales sont perturbées. Donc, au fond, ce qu'on voit, c'est que la définition ne dépend pas tant de la forêt que ce que nous voulons d'elle. Que voulons-nous d'elle? Et aussi, qui est nous? Okay? Qui sommes-nous qui disons que voulons-nous d'elle? En fait. Encore, c'est une question, je pense que c'est une question de définition. Encore, on peut se poser, on peut aller chercher les dictionnaires, les fédérations, les usages. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de les comparer. Merci, Jonathan. Moi, j'ajouterais peut-être aussi un élément. Bon, il faut dire que toute la session, nous, on a réfléchi à la figure du champ. Donc, on est vraiment dans le champ. Et puis là, on pense la forêt comme cet espace limitrophe où quelles sont les frontières entre la forêt et le champ. Et puis, il y a un article en particulier qui m'a intéressée, un article de Geneviève Michon, je ne sais pas si tu la connais, Maude, qui travaille sur la foresterie tropicale, qui s'intitule « Cultiver la forêt, Sylva, Aguerre ou Hortus ». Alors, comme on a déjà, pendant la session, exploré un peu ces diverses avenues, ces différents termes, il y a des éléments que j'ai trouvés intéressants, puis j'aimerais vous soumettre ces quelques phrases. Donc, évidemment, il faut reprendre le contexte de la forêt tropicale où il y a non seulement des sylviculteurs, mais il y a aussi toutes sortes de gens qui travaillent dans la forêt et qui font de l'agriculture dans la forêt. Donc, c'est un petit peu différent aussi, c'est une forêt vivrière. Alors, elle dit Aguerre et Hortus représentent deux modes presque antagonistes
de gestion du milieu. La guerre est un espace ouvert et labouré, voué exclusivement à la plantation d'une population homogène et équienne, traitée de façon massale et cultivée pour la production d'un seul produit, le grain. L'ortus, littéralement le jardin, est au contraire caractérisé par une grande diversité d'espèces cultivées, le plus souvent d'ailleurs des plantes à tubercules et des arbres, traités pied à pied et non de façon massale. Il est clair, donc c'est un peu plus loin, il est clair que la plupart des sylvicultures industrielles se rattachent sans conteste au modèle agraire, donc du champ. Qu'est-ce qu'une plantation de pin Douglas ou d'Eucalyptus deglupta, si ce n'est un champ uniforme de bois issu des mêmes principes que la céréaliculture productiviste? Nous allons voir au contraire la plupart des sylvicultures paysannes aussi entre Hortus et Sylva, entre forêt et jardin. Donc ça, c'est la suite de l'article sur laquelle on pourrait revenir aussi. Mais voilà, donc l'idée, c'est que ce n'est pas si clair que ça et que les définitions, en fait, ne ciblent qu'un aspect du problème quand on définit la forêt comme Maud nous l'a rappelé tout à l'heure. Donc, en termes d'ouverture, et je pense que là, c'est plus la question de la production, la finalité aussi de la forêt qui est en jeu. Donc, d'où la question, une seule espèce. Est-ce qu'à partir du moment où on s'arrête à une ou deux espèces, comme tu le rappelais, Jean-Pascal, est-ce qu'on est encore dans une forêt? Donc, sans doute qu'à strictement parler, selon les conventions, oui, mais nous, on a le droit de questionner aussi cette définition peut-être un peu trop large. Alors, pour continuer, peut-être, il y a une autre question qui s'est posée quand on discutait de forêt et de champs et qui concerne cette fois les représentations. Alors, la question est la suivante. Dans quelle mesure les méthodes utilisées actuellement pour l'exploitation des ressources forestières se retrouvent-elles dans les représentations littéraires? Donc, où est-ce qu'il y a un écart entre ce qui se fait actuellement dans les forêts, le reboisement par exemple, ou les coupes, et la représentation littéraire? Donc, j'aurais le goût de laisser la parole à Jean-Pascal qui représente peut-être la littérature ici parmi nous. Ça me semble être un gros contrat, le représentant de la littérature, mais n'empêche, non, je peux essayer une piste de réponse. Je ne suis pas du tout, la première chose que je vais dire, c'est que je ne suis pas du tout un spécialiste de l'histoire littéraire des forêts, ni au Québec, ni ailleurs. Donc, il y aura peut-être des compléments d'information qui seront apportés. Mais il me semble qu'il y a quelque chose de particulier dans la façon dont on a pensé la forêt à travers la littérature au Québec. C'est-à-dire que un des contes ou un des textes fondateurs de la littérature québécoise, c'est La Chasse-Galerie. C'est le conte de la Chasse-Galerie qui est un conte forestier. Ce qui nous dit qu'il y a déjà quelque chose. La forêt, elle est partout, elle est tout autour de nous et au début, en tout cas, elle est un peu omniprésente. On pense même au roman du terroir où là, elle est un peu... elle est dépeinte de façon un peu négative, c'est-à-dire comme un lieu de perdition, mais elle est partout, elle est là, elle est représentée. Et à un certain moment donné, j'ai l'impression que ça disparaît un peu, ou en tout cas que la fréquence avec laquelle on fait référence à la forêt et, disons, le degré d'investissement dans l'exploration qu'on fait de la forêt diminue. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, de la même manière qu'on voit une sorte de néo-ruralisme apparaître en littérature où le champ retrouve ses lettres de noblesse, il commence à avoir de plus en plus de recueils de poésie qui parlent de la terre, ce qui n'était pas du tout à la mode, disons, dans les dernières années. Mais j'ai l'impression que la forêt là, explose un peu partout et qu'on recommence à l'aborder. Par contre, on l'aborde d'une façon qui est très particulière, qui est complètement disjointe des opérations qu'on y fait. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu au Québec, ou en tout cas, je n'ai pas connaissance d'une œuvre littéraire qui parle de reboisement. Ce qui me semble un peu étrange, considérant que ce sont des milliers de jeunes à chaque année qui partent soit dans l'Ouest ou dans les camps forestiers du Québec et qu'il y a une très forte concentration d'artistes ou de gens qui ont, disons, ce genre d'affinité-là dans les camps de planting, ce qui est un peu particulier. Du côté anglophone,
ça commence à sortir. On a eu, disons, dans les 5 dernières années, 2 livres qui ont gagné des prix. Un qui s'appelle Eating Dirt et un qui s'appelle, il me semble, 2 Million Trees, je ne suis pas certain du titre, mais il y a eu 2 livres qui sont sortis, mais seulement 2. Là, on commence à avoir des documentaires, mais des fictions, par contre, pas encore. Et moi, c'est ça que je m'explique un peu mal, en fait. C'est ce qui me questionne. Comment se fait-il que quelque chose qui soit aussi, disons, aussi ancré dans l'imaginaire courant ne trouve pas de correspondance dans la littérature? Ce serait peut-être disons, ma question pour répondre à la question. Merci de la question. Est-ce que l'un d'entre vous veut prendre la question au vol, Jonathan ou... Je peux y aller, mais encore, moi non plus, je ne suis pas un spécialiste des représentations, des pratiques sylvicoles. Mais bon, il y a quand même il y a quand même quelques romans. Là. Récemment, il y a le roman de Richard Powers, là, où il y a pas juste un imaginaire, mais il y a quand même, là, ils suivent là, des opérations forestières, là, des overstory. Moi, je dirais peut-être plutôt du côté de la SF, là, de la science-fiction. Là, je trouve que là, sans être nécessairement dans un imaginaire comment dire, sans nécessairement aller chercher des pratiques disons, existantes, il y a quand même un fort potentiel utopique ou dystopique sur la forêt, sur notre rapport à la forêt. Puis en même temps, j'irais aussi j'irais chercher ailleurs aussi, j'irais voir qu'est-ce qui se passe réellement, quelles sont les machines qui sont employées, parce qu'il y a des machines vraiment terribles, vraiment, si on les regarde, là, ces espèces de grosses abatteuses multifonctionnelles ou ces grosses déchiqueteuses, là aussi, il y a vraiment un potentiel utopique ou dystopique là, assez fort. Là. Puis bon, vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube où on voit les grosses machines. Là, mes enfants aiment beaucoup les regarder. Là. On voit les grosses machines qui arrivent, là, puis c'est comme des gros transformers là, qui vont complètement configurer ou reconfigurer la forêt. Là. Ouais. Mais Maude, toi, tu es peut-être plus proche justement de l'utilisation de ces machines-là. Mais... oui et non, pas personnellement. Je suis toujours très impressionnée quand je les vois. Je peux rebondir là-dessus. Je vous laissais aller parce que j'étais curieuse d'entendre ce qu'elle a dit. C'est une question qui m'a un petit peu posé problème là, parce qu'il y avait le mot « actuellement ». Oui, ça m'a complètement déstabilisée en tant qu'historienne. J'ai focusé sur ce mot-là, puis ça m'a... Mais donc, qu'est-ce que ça a suscité comme réflexion un peu plus largement? Oui, c'est ça, juste pour dire, en fait, je ne suis vraiment pas non plus une spécialiste de la littérature actuelle, mais je me suis dit, quand même, hein, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Donc, ça m'a amené à différentes réflexions. Sur le plan des représentations littéraires, puis je vais me baser en fait sur ce que j'ai réalisé comme recherche principalement dans ma thèse de doctorat, donc à partir des œuvres littéraires pour émettre peut-être quelques hypothèses où on pourrait les trouver. Puis quelques hypothèses aussi basées sur ma connaissance très générale de la littérature. Je pense que des fois, la forêt, en fait, on pourrait souhaiter voir des œuvres littéraires qui explicitement sont tournées vers la forêt. Dans l'étude que j'ai faite, moi, des œuvres littéraires entre 1900 et 1950, ça posait problème parce que, bon, c'était ce grand courant du terroir qui était omniprésent. Et l'objectif a été d'aller chercher la forêt là où on disait qu'elle était absente. Donc, dans ces romans du terroir qui valorisaient la terre, l'agriculture, etc. Donc, mon hypothèse serait effectivement, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu d'aller chercher dans un certain corpus littéraire les petits faits, les anecdotes, la présence de la forêt comme milieu, hein, c'est un peu moins l'approche que j'ai eue. Donc, ce qui a dirigé, disons, ma sélection des œuvres littéraires était finalement là où la forêt occupe soit une place symbolique ou une importance, disons, en termes juste contextuels. Bon, souvent, il y a un lien entre les deux, mais pas toujours de façon aussi évidente. Donc, peut-être que la forêt en fait de façon générale, mais plus largement, donc l'exploitation des ressources, parce que j'ai aussi accroché là-dessus en me disant, bon, on parle de champs d'arbres,
Ce qui est très. Puis là, j'arrive avec des termes assez techniques, là, mais puis c'est pas parce que pour moi, ces termes sont la réponse, hein, mais plus parce que ça fait partie, moi, de mes intérêts aussi de me questionner sur toutes ces définitions. Leur atterrissage aussi dans le territoire, puis je tiens à le mentionner, ce qui m'intéresse surtout, moi, c'est comment les gens se les approprient, hein, en fait, et c'est ce qui, pour moi, est la définition, disons, ultime à trouver. Donc, il y avait, c'est ça, donc cette notion de forêt, d'exploitation des ressources forestières qui n'est pas tout à fait nécessairement le reboisement qui est en tant que tel de la sylviculture, alors qu'on peut exploiter les ressources de la forêt de toutes sortes de façons, hein. On peut aller récolter des champignons, par exemple. C'est une forme d'exploitation plus ou moins intensive, hein. Donc, à partir de quand parle-t-on d'exploitation? Depuis l'utilisation domestique de la ressource, finalement, jusqu'à une approche très extractiviste, par exemple, où là, on envoie justement les multifonctionnels. Donc, je serais très curieuse, en fait, de pouvoir mener une telle recherche, mais c'est ce que m'a révélé, en fait, l'étude des œuvres littéraires entre 1900 et 1950, où ici et là, finalement, on voyait apparaître dans différentes œuvres des témoignages, des descriptions contextuelles. Et ce qui vient par ailleurs renforcer un peu cette opposition entre le champ et la forêt, puisqu'à cette époque, effectivement, aussi, on opposait souvent la fuite vers les grands espaces forestiers à la domestication du champ, mais aussi à la vie sociale qui lui était rattachée, etc. Là, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais qui est quand même aussi un témoignage, je crois, de la façon dont on a intégrer d'une certaine façon ces définitions aussi entre le champ et la forêt, ce qui rend encore plus stimulant par ailleurs aujourd'hui de venir les rebrasser. Je vais m'arrêter là-dessus peut-être pour qu'on continue plus les échanges. Mais justement, il me semble qu'on a beaucoup valorisé l'agriculture au détriment de la forêt quand même dans ces représentations. Ben oui, c'est certain, mais je pense que c'est ça, c'est relatif aussi, hein, parce que pourquoi la forêt quand même demeure si importante? Elle n'a pas été toujours très valorisée dans ce courant qui était à l'époque dominant idéologiquement, mais néanmoins, c'est ce qui était mon hypothèse de départ, c'est pourquoi aujourd'hui se réclame-t-on d'une identité forestière? Elle ne doit pas être née avec la Révolution tranquille, hein? Donc, et effectivement, en fait, on voit une richesse, une très grande richesse, puis une prise de contact avec justement les réalités de l'exploitation. Là, on pourrait nommer, entre autres, Alfred Desrochers, par exemple. Là, puis c'est là où je posais la question de l'exploitation, parce qu'à l'époque, la sylviculture était en développement au Québec, donc on pratiquait déjà des expérimentations de reboisement, mais ce n'était pas intensif comme maintenant. Et donc, parler est-ce que l'exploitation des ressources forestières sont présentes dans la littérature? Bien là, on voyait que oui, effectivement, c'est une prise de parole justement d'individus qui parfois avaient même connu la vie dans les chantiers, par exemple. Donc, l'exploitation à l'époque, c'était plus témoigner de la vie dans les chantiers où il y a justement énormément, c'est ce qui m'a touchée aussi dans Jean-Philippe, dans ton texte de départ, c'est que la présence, par exemple, des feux de forêt est très présente. Ce n'est pas l'objet de l'ouvrage, de l'œuvre littéraire, mais c'est tellement marquant. Ça, on en voit plusieurs. Il y a plusieurs cas de figure. Et ça me ramenait justement à cette idée, souvent on va parler par ailleurs de champs de souche, de champs de neige dans ces grandes étendues déboisées l'hiver. Donc, mais voilà, je ne veux pas me monopoliser non plus le temps de parole. Justement, je me demandais si on n'était pas resté sur le plan de l'imaginaire à une forêt mythique, un peu celle du wilderness, et que c'est difficile de faire entrer toutes ces pratiques contemporaines qui sont les coupes à grande échelle ou le champ de souche. Est-ce qu'il a une place dans la littérature? C'est ce genre de questions, en fait. Et puis, le poème que tu nous as lu tout à l'heure, Jean-Pascal, montre bien comment, en étant soi-même, peut-être pas forestier, là, reboiseur, tous les ans, etc., il y a une perception de la forêt qui est différente et que ça passe forcément par une application
même physique, je dirais, une connaissance qui n'est pas simplement une connaissance littéraire ou intellectuelle, etc. Et dans quelle mesure les écrivains... Pourtant, tu disais, Jean-Pascal, qu'il y avait dans ces camps qui sont surtout, comment dire, le fait de jeunes, des jeunes étudiants qui partent dans l'Ouest. Il y a beaucoup de gens qui sont quand même soit en littérature, en art, bon. Mais jusqu'à présent, il y a eu très, très peu finalement de représentation. C'est quand même une question intéressante, je pense aussi. On n'aura pas forcément la réponse aujourd'hui, mais on pourra y penser. Oui? Je veux juste rajouter aussi, je pense que c'est important de voir que c'est les variétés de méthodes aussi. Là, on n'a pas parlé de l'utilisation d'herbicides ou de défoliants, mais ça aussi, ce sont des méthodes. Oui. Ce sont des choses qui sont utilisées sur la forêt ou des techniques de récolte. On t'a parlé de récolte intensive, extensive, là, je veux dire, des techniques. Récemment, il y a des chercheurs de l'Université de Vermont qui ont développé une technique de récolte d'eau d'érable, le type de plantation. Donc là, c'est vraiment carrément de planter des arbres, des jeunes arbres d'érable, puis de les couper. Au lieu de faire l'entaillage avec un chalumeau, carrément, ils coupent l'arbre, puis ils mettent un extracteur dessus, puis ils tirent l'eau d'érable un peu comme une paille, finalement. Ah, oui. Alors là, l'arbre dure 1 an ou 2 ans, puis ensuite, c'est fini, il passe. Donc, ça permet une production vraiment... Mais ça permet une production intensive d'eau d'érable, puis là, ça permet de stabiliser peut-être le prix du sucre d'érable. Donc, on est vraiment un autre imaginaire. C'est quand même violent. Oui, c'est ça, oui. Il me semble que c'est pas du vrai sirop d'érable. C'est pas du vrai, c'est bien peut-être. Là, il y a justement, donc, il y a ces débats là, à savoir est-ce que ça devrait être une appellation d'origine contrôlée sur les techniques de récolte. Est-ce qu'on devrait essayer de limiter ça? Bon, et pourquoi, finalement? Pourquoi est-ce qu'on voudrait limiter ça alors que le lobby d'érable pousse, n'arrête pas de nous dire que finalement, l'érable, le sucre d'érable, c'est un sucre qui est bon pour la santé. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas finalement des techniques au goût du jour, des techniques plus modernes pour récolter cette eau-là, au lieu d'avoir ces techniques traditionnelles, là, comme ça, avec les chalumeaux. Bon, maintenant, on n'a plus des chaudières, on a là-dessus deux, mais c'est aussi, là, je pense qu'il y a comme un rapport à la forêt là, on veut être comme dans le bon vieux temps un peu, là, mais je veux dire, il faut se reconnaître aussi qu'il y a des... maintenant, la tasse de café qu'on boit le matin ou le soir, peu importe, à toute heure du jour, je veux dire, c'est pas la récolte du café n'est pas celle qu'on faisait il y a 100 ans. Pourquoi est-ce que la récolte de l'eau d'érable devrait être faite comme un peu à l'ancienne, si je peux dire. Mais enfin, c'est juste pour voir la diversité finalement de ces méthodes-là. Ben oui, en fait, tout à l'heure, je m'étais pris quelques notes là-dessus, puis quand on parlait effectivement là, de ce que pouvait poser, disons, comme difficulté, non seulement les définitions, mais le choix des termes à définir, là, puis à partir justement de la notion de culture, parce que c'est sûr que la notion de champ est aussi quand même rattachée à cette intensivité de la culture. Puis quand un de mes domaines aussi, disons que j'apprécie bien fouiller, là, c'est justement l'évolution de toutes ces pratiques scientifiques. Donc, on voit vraiment le lien, là, c'est ça, entre l'agriculture et la sylviculture, donc dans leur développement. Et au départ, il y avait notamment justement, là, puis même encore aujourd'hui, ce qui les distingue, entre autres, c'est les temporalités, là, puis disons les régimes de succession. Hein. L'agriculture, c'est vraiment un cycle de récolte annualisé dans lequel, puis là, j'étire un peu vers la troisième question, là, avant qu'elle soit posée, dans lequel vraiment on va faire un contrôle total des autres espèces, hein, vraiment avec du désherbage, voire pendant très longtemps des pesticides, des phytocides, etc. Ce qui pose maintenant aussi le même enjeu que celui qu'on se pose en forêt, là, comment avoir une agriculture qui permet plus de biodiversité. Geneviève Michon, là, avec... moi, je n'ai pas lu l'article que tu as cité, Rachel, mais son livre « Agriculteur à l'ombre des forêts », qui juste dans le titre, hein, aussi place les deux en relation. Donc, il y avait donc, c'est vraiment cette notion hein,
entre le champ et l'agriculture, donc sur le régime des rotations, là, pour prendre le terme technique, qui est beaucoup plus court et annualisé comparativement à celui des forêts, là, où dans la durée, donc, peut se passer toutes sortes d'autres choses, si on peut dire, dans ces milieux-là. Mais je veux juste dire aussi, je trouve ça super intéressant la question qui est posée par rapport, par exemple, au sirop d'érable, parce que, puis je fais un clin d'œil à Delphine qui est présente, hein, on se pose cette question-là, hein, est-ce que justement des produits, une production, par exemple, qu'on veut associer à des bienfaits sur la santé, peut être réalisée si on ne prend pas en compte aussi la santé des écosystèmes, finalement, qui portent cette production-là. Donc, je pense que c'est... puis donc là, effectivement, selon moi, en tout cas, les définitions desquelles je pars, je me dirais, oui, effectivement, on a un champ d'érable dans un système productif comme celui-là, alors que l'érablière, même avec des tubulures, là, on n'est plus à la chaudière, mais on ne serait pas tout à fait dans la logique du champ. Mais là, c'est vraiment une définition basée sur les modes de production. Ce n'est pas tellement une définition qui est basée sur, par exemple, une appréciation esthétique ou bref, n'importe quel autre angle de vue. Là. Merci Maud. Donc, oui, on est déjà dans la troisième question que je vais rappeler parce que, en fait, ici, autour de la table, vous ne connaissez pas cette troisième question. Donc, la question, c'était peut-on envisager la forêt comme lieu de production et de récolte dans lequel la biodiversité ne serait pas réduite ou menacée? Alors, peut-être Jonathan? Peut-être. Non, c'est bon. Ben, il me semble que peut-être de ces trois questions qu'on a reçues, c'est celle qui convoque le plus l'interdisciplinarité. La première question était plutôt linguistique, là, mais cette troisième question est vraiment compliquée. Là. Encore ici, je pense que l'avis du forestier, de l'ingénieur forestière là, ou de l'écologiste serait vraiment important d'avoir leur avis. C'est quoi la forêt? Comment l'utiliser? C'est quoi la biodiversité? Comment la préserver ou comment la faire croître finalement? Est-ce qu'on veut juste la préserver ou est-ce qu'on veut l'encourager? Pourtant, même ce mot-clé de biodiversité est vraiment problématique. Là aussi, biodiversité, disons, la diversité et l'interrelation des espèces. Sur le site de la WWF, là, on va encore plus loin en spécifiant, et je vais citer donc, les différentes espèces et différents organismes travaillent ensemble. Donc, il y a tout un imaginaire de l'intentionnalité de ces espèces-là. Donc, les différentes espèces et différents organismes travaillent ensemble dans les écosystèmes comme une toile pour maintenir un équilibre complexe et pour supporter la vie. Donc, équilibre aussi, je veux dire, là aussi, c'est vraiment un mot compliqué. Est-ce qu'il y a vraiment un équilibre comme ça dans ces forêts-là avant que l'homme arrive? Là, on a toujours l'homme qui vient tout casser. Et donc, on aurait donc cette idée qu'il y a les écosystèmes qui fonctionnent bien, et là, quand l'homme met son pied là-dedans, tout est cassé, tout est menacé. Mais évidemment, ça dépend beaucoup de notre perception de la nature et de la culture. Il y a un texte assez intéressant les noms des auteurs m'échappent. Harmony as Ideology, Questioning the Diversity Stability Hypothesis. Stanu et tu pourras nous envoyer la référence. Oui, parfait. Okay. Où là, ils vont étudier finalement l'évolution de cette relation entre diversité et stabilité dans l'histoire de l'écologie pour montrer que finalement, que cette relation-là n'est pas une question, si je peux dire, purement scientifique. Ce n'est pas un enjeu scientifique autonome, mais c'est vraiment un enjeu politique et idéologique aussi. Donc, cette idée qu'il y a de la stabilité, ce n'est pas arrivé de nulle part. Moi, encore, je n'ai pas de réponse à la question. C'est plutôt de creuser cette question-là, je pense Mais enfin, je peux peut-être, Maud, je te vois agir. Je ne sais pas si tu voulais réagir à ça. J'ai d'autres choses aussi, mais je ne veux pas prendre tout le temps. J'inviterais peut-être Jean-Pascal. Là, je ne sais pas si Thomas... Justement, moi, j'ai planté aussi des arbres. C'est vrai que ça appelle à beaucoup de réflexion. Puis, je serais juste curieuse avant peut-être de t'entendre là-dessus. Je vais peut-être dévier la question encore, puis je vais peut-être même prendre à rebours ton interrogation par rapport à une autre question. C'est-à-dire que
je pense que la réponse, c'est facile d'y répondre quand on regarde d'un côté, c'est très difficile d'y répondre quand on regarde de l'autre. C'est-à-dire, si on regarde dans le passé, en fait, il faut qu'on réponde oui parce que ça s'est fait pendant des millénaires. Par exemple, si on fait un détour par ce qu'on considère être la forêt une des forêts les plus sauvages du monde, l'Amazonie, on se rend compte que, en fait, les anthropologues se sont rendus compte et des biologistes se sont rendus compte que ce qu'on appelle la forêt vierge, la forêt vierge ultime, n'est pas vierge du tout. Elle a été travaillée par l'humain pendant des millénaires à cause des gens qui étaient présents, des sentiers. On sait qu'il y a plusieurs peuples semaient en passant des graines de ce qu'ils mangeaient, c'est-à-dire qu'ils ne pratiquaient pas de l'agriculture au sens strict, mais ils avaient un impact intentionnel sur la forêt qu'ils parcouraient. Quand on pense à où on l'a fait, ça s'est fait. Maintenant, la question que je me pose, c'est à quelle échelle c'est possible, comment, et ça, je n'ai aucune réponse à cette question-là. Là, c'est la partie qui me dépasse et j'imagine dépasse tout le monde individuellement. Et c'est là, disons, c'est la partie où peut-être la réponse à la question n'est pas individuelle, mais très collective. Là. Et quand on dit collective, je pense que c'est très interdisciplinaire, multidisciplinaire et c'est la question qu'on a à se poser en tant qu'espèce pratiquement parce que c'est des enjeux qui sont à régler pour notre futur. Fait que quand on regarde vers le passé, moi, ça serait ça ma réponse, très simple. Si on regarde vers le passé, c'est possible, ça l'a été. Maintenant, quand on regarde dans l'avenir, comment ça peut encore l'être, considérant la population, considérant, disons, l'état de nos forêts aussi, le système économique dans lequel on est, disons, les enjeux politiques que ça représente, bien là, c'est une question qui me dépasse et pour laquelle, très honnêtement, je n'ai pas grand-chose à proposer. Tu pourrais peut-être poursuivre avec une autre citation de Geneviève Michon qui m'a fait réfléchir à la question et qui dit ceci. Donc, elle aussi travaille à partir de ces sylvicultures paysannes, comme elle les appelle, donc comme tu as rappelé, par exemple, en Amazonie. Donc, elle dit « Ces sylvicultures paysannes constituent une leçon de foresterie. Elle montre qu'il est possible de concevoir, de mettre en place et de gérer une forêt comme un écosystème et non comme une usine à produire du bois. » Je pense que c'est assez clair. Et puis, c'est intitulé « De l'ortus à la sylve ». Donc, effectivement, on conçoit la forêt comme étant aussi un espace de jardinage d'une certaine façon, puisque c'est un rapport, on appelle ça des forêts-jardins aussi, le terme est utilisé. Donc, comment penser la forêt, non pas comme une usine à produire du bois, mais comme un véritable écosystème. Alors, peut-être que Maud veut renchérir sur la question ou avoir un point de vue différent. Oui, bien, écoutez, c'est toujours... en tout cas, je veux juste faire du pouce encore sur cette fameuse question là, de nature sauvage. Il y a un historien aussi de l'environnement, William Cronon, qui avait écrit un article qui a été majeur en histoire environnementale, là, de Trouble with Wilderness, dans lequel aussi, justement, il appuyait cette question où la nature sauvage, c'est une pure et dure construction humaine, en quelque sorte. Donc, effectivement, de quoi parle-t-on quand on parle de forêt, de biodiversité, etc.? Pour moi, c'est très étrange parce que je suis toujours en train un peu de contredire mes collègues forestiers ici, de les ramener, d'essayer d'élargir leur point de vue. Puis là, je vais vous amener un peu ce qu'eux ont à dire sur la question, parce que je pense quand même que ce n'est pas inintéressant. Ça permet d'élargir, même si je demeure critique. Ils ont réponse à tout, d'une certaine façon, donc dans leur contexte. Et le Québec, malgré ce qu'on voit dans les journaux et des critiques tout à fait légitimes là, à l'égard des modes de gestion et des pratiques sylvicoles, fait relativement bonne figure. Puis c'est là où je trouve intéressant de le ramener. Il faut quand même toujours distinguer où tout ça atterrit. Geneviève Michon, qui a beaucoup travaillé dans le Sud, mais qui est quand même européenne,
européenne aussi. Donc, quand on voit les débats en Europe, dans ces grandes forêts de monoculture, justement, où on a vraiment, disons, assaini tout ce qu'on pouvait au niveau des sols, etc., ou quand on voit ce qui se passe actuellement dans les pays du Sud avec encore des mouvements de déforestation majeurs, ben oui, tu sais, le Québec, on peut quand même dire que théoriquement, à tout le moins, ils sont arrivés avec cette notion, hein, dont je disais, ils ont la réponse à tout, de naturalité. Donc, pour répondre justement, donc, avec ce qu'ils appellent l'aménagement écosystémique, à travers laquelle là, je vais vous épargner une longue définition, mais donc l'indicateur de naturalité qui permet, comme ils le disent, d'exprimer un gradient écologique qui est fondé, en fait, c'est ça, sur la composition forestière à l'échelle des peuplements. Donc, en fonction de nos connaissances historiques de ces peuplements forestiers, donc avant la colonisation. Il y a eu beaucoup de travaux en écologie historique, justement, pour comprendre comment pouvaient être constituées nos forêts. Bien sûr, on est tous d'accord ici qu'elles n'étaient pas vierges totalement, même à cette époque-là, mais suite justement à beaucoup d'interventions sylvicoles intensives, donc quand même, il y avait cette intention-là, donc de retrouver un peu là, cette composition plus naturelle, donc des forêts. Donc, bon, encore là, si on veut faire une réponse facile, donc oui, on pourrait dire qu'il est possible d'avoir une forêt qui est à la fois cultivée, parce que même avec, comme Jean-Pascal, excuse-moi, tantôt, hein, je t'ai débaptisé, je me reprends. Donc, il y a moyen, dans le sens où des interventions vont être faites par la suite pour reproduire. Hein, la sylviculture, c'est toujours ça. L'humain peut faire mieux que la forêt elle-même, d'une certaine façon. C'est le principe. Puis sinon, peut-être juste une dernière petite réflexion plus générale et personnelle. Tout ça est tellement intimement lié à la façon dont on se représente, hein, finalement, les forêts, puisque la forêt elle-même, dans certains contextes, peut, surtout dans les forêts, par exemple, de conifères très nordiques, ce ne sont pas des forêts où, des fois, la biodiversité elle est extrêmement riche et variée. Hein? Même Marie-Victorin, quand il a écrit La flore laurentienne et dans ses récits laurentiens en 1929, hein, remarquait que la forêt nordique, ma foi, ne l'intéressait peu. Il la trouvait ennuyante comparativement à la richesse, justement, écologique du sud du Québec. Donc, c'est ce qu'on voit aussi dans les représentations, par exemple, dans Maria Chapdelaine. Hein? Puis c'est vrai que souvent, les sols dans l'épinette, dans les paissières, c'est extrêmement acide. Donc, il va y avoir une forme de biodiversité, des champignons, etc., mais ce ne sera pas la même que celle qu'on connaît, par exemple, dans le sud. Puis souvent, on va se baser sur des référents qui nous sont communs et qu'on apprécie, là, finalement. Je tiens vraiment à vous remercier tous les trois pour votre participation. Ça a été une discussion vraiment formidable. Hein. Moi, j'ai appris plein de choses. Et puis, même si on n'a pas les réponses, je pense que le fait de creuser, comme proposait Jean-Pascal au début, creusons les idées. Et puis, je pense qu'il y a vraiment des questions importantes qui nous sont posées ici et pour lesquelles il faudra bien un jour quand même trouver des solutions.